بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. Très chers frères, très chères sœurs, je pense. Tout d'abord, je remercie beaucoup les frères Adil ainsi que les frères de l'association et la mosquée Quba d'une manière plus générale pour l'invitation cordiale que j'ai reçue et que Allah m'a facilité pour y répondre. C'est un très grand plaisir de me retrouver parmi vous. Et donc je viens aujourd'hui vous parler d'un sujet qui est parfois à tort, parfois à raison, pris parfois un petit peu à la légère et qui souvent est discuté d'un point de vue ce que j'appellerais micro-légaliste, c'est-à-dire d'un point de vue jurisprudentiel très étroit. Et donc aujourd'hui, en fait, l'idée et le but, c'est d'essayer de venir vous donner une toute autre perspective sur ce sujet. Cette perspective, tout d'abord le sujet, je pense que vous l'avez deviné, c'est le riba. C'est-à-dire, Adil a justement lu les versets durant la prière, et donc c'est un sujet qui même l'Izz ibn Abd Salam, qui est surnommé le sultan des savants, dans son livre Qawa'id al-Ahkam fi Islah al-Anam, parlait du lien entre les péchés et les rétributions, enfin les châtiments qui sont liés au péché. Et il disait qu'il y a deux péchés, deux sujets sur lesquels la proportionnalité du châtiment par rapport au péché ne lui semblait pas tout à fait évidente. Alors bon, c'est un imam, c'est un savant, et donc c'est pas comme les modernistes de nos jours qui, quand ils ne comprennent pas quelque chose dans la religion, la mettent de côté, ou bien la rejettent. Non. C'est un imam, c'est un savant, il sait que riba, c'est akbar al-kabair, c'est dans le hadith sahih, c'est parmi sab' al-mubiqat, c'est le seul péché dans lequel le Coran parle et dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala déclare la guerre à celui qui le fait, donc c'est un grand sujet. L'imam l'Izz ibn Abd Salam dit, mais la proportionnalité ne semble pas évidente à première vue. Et ce que je dis, c'est que si l'imam l'Izz ibn Abd Salam vivait avec nous aujourd'hui, il comprendrait. Et ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est justement qu'on puisse partager par rapport à ce sujet une autre perspective, que la perspective que vous entendez en général, qui est la perspective jurisprudentielle, c'est-à-dire la perspective du Coran, de la Sunna, qui, je pense, alhamdoulilah, il y a beaucoup de savants qui la traitent. Aujourd'hui, j'ai envie de vous donner une autre perspective pour vous permettre de voir le sujet sous un tout nouvel angle. En fait, cette perspective elle est double. La première, c'est la perspective de est-ce que le riba a des conséquences sur notre vie, sur notre société. Et la deuxième perspective, c'est est-ce que le riba a des conséquences sur notre mode de vie économique? Si oui, quelles sont-elles? Et donc, en fait, j'espère qu'à la fin de cette conférence, vous sortirez un petit peu différent par rapport à la vision sur ce sujet. Donc, sur la première perspective, qui est la perspective sociale, on a 6 problématiques importantes. Sur la seconde, on en a 7 perspectives, 7 problématiques qui sont liées à ce sujet. On va commencer par les problématiques sociales. En quoi le riba peut-il impacter nos sociétés? Alors d'abord, quand on est dans un système usuraire, comme c'est le cas aujourd'hui, dans quasiment tous les pays du monde, eh bien, on est dans un système qui favorise la création d'une certaine élite financière. Cette élite financière va travailler dans un domaine qui fait gagner beaucoup d'argent. Et donc, en fait, ce système, a priori, et de manière très intuitive, va attirer les éléments les plus brillants de la société. Quand vous êtes un jeune étudiant, vous voyez quels sont les métiers du futur dans lequel vous voulez travailler, et vous voyez ça fait combien d'être ingénieur, ça fait combien d'être professeur
professeur, ça paye combien d'être médecin, ça paye combien d'être agriculteur. Et à côté de toutes ces cases de métier, vous avez un métier qui se distingue des autres, qui est le métier de trader, qui en général est le métier d'usurier, qui en général paye beaucoup plus que les autres métiers. Donc en fait, vous avez la crème, l'élite, les élèves les plus intelligents, parce que les plus intelligents sont ceux qui peuvent faire des choix. Les autres vont en général dans une carrière par défaut, par héritage, etc. Eh bien, ceux-là vont aller vers le domaine de l'usure et de la finance. Or, quel est le problème? Le problème, c'est que ce métier ne crée pas de valeur ajoutée. Après tout, qu'est-ce qu'il crée comme valeur ajoutée? Il ne crée pas de valeur ajoutée, ce métier. Par contre, ce qu'il ajoute, c'est un peu plus de complexité, un peu plus d'intermédiaires dans les transactions. Et il ajoute, comme le disait l'économiste Minsky, un peu plus d'instabilité dans la société. En réalité, il détruit de la valeur ajoutée. Pourquoi? Prenez un exemple très simple. Vous avez une start-up, une entreprise qui veut lancer un projet. Elle va trouver un apporteur de fonds, d'argent. Ils vont se faire en partenariat, par exemple 50-50. S'il y a de la valeur ajoutée qui est créée, c'est-à-dire qu'on a inventé un produit qui est supporté par une innovation, eh bien si par exemple on a investi 100 000 et qu'on récupère 200 000, eh bien on a créé une valeur ajoutée qui est quand même de 100 000. D'accord? Et cette valeur ajoutée va être répartie entre les actionnaires. Mais quand on a un opérateur qui vient financer avec de l'usure, eh bien il prendra une partie de la valeur ajoutée. C'est pour ça qu'on peut considérer que ce produit, qui est l'usure, constitue une sorte de tumeur dans le système socio-économique. Pourquoi? Parce qu'il se nourrit, comme les cellules cancéreuses, de ce que produisent les cellules saines. Et de ce dont se nourrissent les cellules saines. Donc cet aspect tumoral dans la société, il fonctionne tant qu'il est minoritaire dans la société. Donc, ça nous crée un système en pyramide inversée. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a dans le bas de l'échelle ceux qui produisent la vraie valeur ajoutée et s'appuient sur cette pyramide les métiers qui ne créent pas de valeur ajoutée. Et ça, c'est un problème. Le deuxième grand problème social que nous crée ce système, c'est qu'il nous crée une classe qui devient un lobbying politique déstabilisant. Prenez un exemple. La Banque centrale américaine n'est pas une banque centrale qui appartient à l'État ou qui appartient à la population. C'est une banque centrale privée, qui est la Fed, qui est en fait une congrégation de grandes banques américaines. Ce domaine qui est celui de la finance, la banque, etc., commence à avoir un impact sur l'évolution de la société. Pourquoi? Prenez un exemple dans les élections présidentielles, regardez qui finance les grands candidats, gagnants en général, vous allez trouver les noms des grandes banques. Et donc on a une distorsion de l'économie par les lobbies. Pourquoi? Parce que quand on a la chose qui doit être le juge dans la société, tout à l'heure on discutait avec Sihadi sur des propos de l'imam Al-Qadr, et bien avant lui l'imam Ghazali disait c'est-à-dire que la monnaie est comme un miroir. En fait, son rôle, c'est de refléter la richesse qui existe dans la société, mais elle, en soi, n'a pas de couleur, n'a pas de couleur en soi. Et cette monnaie a un rôle de juge. Elle a un rôle de juge. Ce rôle de juge, quand il devient privatisé et lui aussi objet de commerce et de spéculation, eh bien, le juge n'est plus transparent. Il ne peut plus rendre des jugements qui sont neutres et transparents. Et ça nous crée des institutions qui sont de plus en plus grandes. C'est ce qu'on appelle les too big to fail. Des banques qui deviennent trop grandes pour faire faillite. Donc en fait, ces banques qui deviennent too big to fail, je vous donne un exemple. En France, vous avez une des très grandes banques, sans citer le nom, l'un des plus grands instituts financiers, une grande banque, dont l'actif pèse plus que le PIB français. L'actif de cette banque pèse plus que le PIB français. Donc vous imaginez si cette banque fait des bêtises, l'État français ne la laissera pas tomber parce que sinon c'est un effet domino énorme. Ce too big to fail, c'est qui le paie? Ce sont les citoyens, via les taxes. Donc, quand ces banques font des erreurs, ce sont les citoyens qui paient ces erreurs via les taxes. Et donc on est dans un système qui socialise les pertes. Quand on a des pertes et des bêtises, monsieur tout le monde va payer. Mais quand on a des gains, des profits, c'est pour les actionnaires. Ça, c'est la deuxième grande problématique, c'est la problématique de lobbying. La troisième grande problématique à l'échelle sociale qu'on vit tous,
c'est que ce système nous crée des inégalités de plus en plus grandes. Aujourd'hui, dans ce monde, on a des inégalités qui sont de plus en plus grandes entre les classes de distribution de revenus, et il rend la vie plus chère aux pauvres. Justement, ce système rend la vie plus chère aux pauvres. Certains vont dire non, mais il permet d'acheter une maison, mais essayez de voir un petit peu plus loin. Quand quelqu'un qui est aisé veut acheter une maison, par exemple, à 100 000 euros, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il sort son chéquier et il remplit 100 000 euros. Par contre, une personne défavorisée, ou qui n'a pas les 100 000 euros à disposition, elle va prendre un crédit usuraire et elle va le rembourser à 150 000, 200 000, 250 000, ça dépend de la durée. Donc en réalité, le même produit est beaucoup plus cher aux pauvres qu'aux riches, ce qui est contre-intuitif. Normalement, ça devrait être l'inverse. Et donc, ça nous crée de plus en plus d'inégalités, parce que pour arriver au même produit, au même achat, le pauvre doit débourser plus. Or, déjà, il est défavorisé au départ, donc il s'éloigne encore plus du riche en termes de distanciation sociale, et donc il est encore plus pauvre. Ce système usuraire nous donne des opérateurs dans le monde financier qu'on appelle les zinzins, les investisseurs institutionnels. Ces gens-là nous créent des bulles financières, ils nous créent de l'inflation. Alors ça, c'est un point sur lequel je vais tarder un petit peu. Beaucoup de gens disent, oui, mais aujourd'hui, l'argent perd de sa valeur. Eh bien, pour compenser cette perte de valeur, on va prendre des intérêts, on va donner des intérêts. Ça a l'air d'être correct. Mais en réalité, ça, c'est un peu du même ordre de ce que disait le poète, c'est-à-dire guéris-moi avec ce qui, à la base, m'a rendu malade. C'est comme guérir un alcoolique avec plus d'alcool ou quelqu'un qui est drogué avec un peu plus de cocaïne. Donc on lui donne plus de perfusion. En réalité, l'inflation, il y a une définition connue, c'est l'augmentation durable et généralisée des prix, mais en réalité, la vraie définition de l'inflation, c'est la perte de pouvoir d'achat de la monnaie. Cette perte de pouvoir d'achat de la monnaie, elle a deux grandes raisons. Les raisons structurelles et les raisons conjoncturelles. Les raisons structurelles, c'est les choses qui sont liées au système, qui sont endémiques au système. Les raisons conjoncturelles, c'est les choses passagères. Par exemple, la guerre en Russie. Par exemple, l'OPEP décide d'augmenter les prix. Par exemple, un choc politique. Ça, c'est des choses conjoncturelles, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas régulières, qui ne sont pas dans le système. Par contre, dans le système, vous avez une chose qui fait que l'inflation, elle est toujours positive. On vous dit toujours que l'inflation était de 1%, 2%, 3%, 8%, mais c'est toujours positif. Pourquoi on n'a pas de déflation? Eh bien, tout simplement parce que dans l'inflation, on a une composante qui est dangereuse, qui est le taux d'intérêt. Et oui, si vous êtes commerçant, et vous savez que l'argent va acheter, par exemple, 100 euros, c'est 100 petits pains au chocolat. Mais 100 euros dans le compte bancaire, l'année d'après, c'est 102 euros. Vous n'allez pas donner 100 petits pains au chocolat à 100 euros l'année d'après. Vous allez dire non, je vais donner 100 petits pains au chocolat à 102 euros. Donc vous savez, le prix du petit pain au chocolat, c'est 1,02 l'année d'après. Parce que vous, en tant que commerçant, vous ne voulez pas être la victime qui va payer l'inflation. Or, en réalité, toute la société paye cette inflation. Et donc, cette inflation, qui est la cause structurelle la plus importante, comme ça a été admis par le Club de Rome, c'est le taux d'intérêt. Donc, en réalité, pour guérir l'inflation, il ne faut pas ajouter du taux d'intérêt, il faut l'enlever. Parce que c'est la cause de la maladie. Et comme disent un certain nombre de savants, on ne guérit pas une maladie ou un problème par les causes qui l'ont engendré. On ne résout pas un problème par les causes qui l'ont engendré. Et ça nous cause de la mortalité. Ça peut paraître choquant. Quand les grandes institutions financières, parmi les plus grandes banques internationales, ont décidé en 2007 de rentrer dans le marché de ce qu'on appelle les commodities, les matières premières, le blé, le riz, le lait, etc., etc. Ils ont investi beaucoup de cash. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les prix ont doublé. Imaginez, prenez maintenant quelqu'un qui habite en Afrique ou en Asie du Sud et dont 50% ou 75% du revenu va pour acheter de la nourriture. Qu'est-ce qui va se passer pour lui? Il ne pourra plus nourrir tous les membres de la famille.
Eh bien, tout simplement, c'est ce qui s'est passé. Et nous avons eu des milliers de morts à cause de la spéculation de certains traders avec un très joli costard dans les bourses de Wall Street et de Chicago. Parce que c'est à Chicago que ce n'est possible de matière première. Donc en réalité, cet accoutrement, qui est le joli costard de banquier, trader, etc., est trompeur. Parce que derrière, on peut avoir des criminels. Et c'est dangereux, parce que le pire, c'est qu'eux-mêmes ne le savent pas. Eux-mêmes ne le savent pas. أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Le pire, c'est qu'ils pensent qu'ils font quelque chose de bien. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à une société, donc, comme on a dit, inégalitaire. On a 1% de la population qui détient 99% des richesses. On a 8% de la population qui détient autant que 50% de la planète. Ça, c'est problématique. Donc, ça, c'est la troisième problématique, qui est les inégalités inéluctables qui sont le résultat des intérêts. Le quatrième problème majeur de l'usure, c'est que ça encourage à la dette, à l'endettement, et donc à une sorte d'impérialisme. Une sorte d'impérialisme. Pourquoi? Eh bien, quand le fait de prêter de l'argent devient source de profit, on va essayer de prêter de plus en plus. C'est ce qui s'est passé en 2008. Quand le marché américain de la dette était saturé, eh bien on a cherché d'autres marchés. On a prêté à ceux qu'on appelle les ninjas. No income, no job, no assets. Des gens qui n'avaient ni revenus, ni travail, ni argent. Mais le banquier il leur disait bien. Parce que lui, en tant que commercial banquier, vu que toutes les personnes aisées à qui il veut prêter ont déjà un prêt, eh bien, il se dit, je dois trouver un autre marché. Il va appeler les ninjas. Il leur dit, je vais te prêter de l'argent. Le ninja lui dit, moi, j'ai pas de travail, j'ai pas de revenus. Il dit, non, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu vas acheter une maison, c'est très bien. L'immobilier ne fait que monter. Bien, achète une maison. Le problème, c'est que quand on a commencé à prêter à ces gens-là les yeux fermés, on a mis des clauses avec des intérêts plus hauts parce que pour rendre la vie plus chère aux pauvres, eh bien, on va lui mettre des intérêts plus hauts parce que plus le profil de la personne est risqué, plus les intérêts vont monter. Ça, c'est une règle financière. Et donc, à un moment, les ninjas n'arrivaient plus à rembourser parce que bon, c'est bien, il prend sa villa, il prend sa petite maison, mais après quelques mois, s'il n'a plus de travail, s'il n'a pas de travail, il ne pourra pas rembourser les traites. Quand il ne peut pas rembourser les traites, qu'est-ce que fait la banque? C'est pas grave, on fait une saisie. Bon, c'est pas grave, quand on fait une saisie, 2 saisies, 10 saisies, il n'y a pas de problème, on les vend. Mais quand on fait 100, 200, 2000, le prix des maisons, il baisse. Quand le prix des maisons il baisse, il y a eu la crise de 2008, qui était une crise américaine. Mais toute la planète a payé pour les Américains. Et donc, ce système de prêt qui est source de profit encourage à l'endettement. Cet endettement encourage à l'impérialisme. C'est quoi le lien entre l'endettement et l'impérialisme? Imaginez ce qui s'est passé avec les Américains, les riches et les pauvres, qui sont deux classes. Prenez la même chose avec les pays. On prête aux pays riches. Bon, les pays riches sont déjà jusque-là en termes de dette. Les États-Unis, c'est à peu près 120% de dette, 33 000 milliards de dollars de dette. La dette des États-Unis, en un jour, elle augmente de 240 milliards de dollars. C'est 2 fois le PIB du Maroc annuel, en un jour. En un jour. Les intérêts de la dette américaine, c'est 300 milliards de dollars. 300 milliards de dollars. C'est 2 fois le PIB marocain. Ça, c'est les intérêts de la dette. Juste les intérêts. C'est énorme. C'est une dimension qu'on n'arrive parfois à pas cerner. Et donc, imaginez, vous avez les riches, les pauvres. On va bien prêter aux pays riches. On va aller chercher les pays pauvres. On va chercher les pays pauvres, on va leur prêter. On va leur prêter de l'argent. Bien entendu, certains ne seront pas en capacité de rembourser. Et bien, quand ils ne sont pas en capacité de rembourser, devinez qu'est-ce qui se passe? Le Maroc, l'Empire ottoman, dislocation de l'Empire, colonisation. Ah oui, tu n'es pas capable de rembourser, je vais prendre les ports, les chemins de fer, les infrastructures, et c'est une colonisation qu'on va appeler, entre guillemets, protectorat, ou on va appeler, ça dépend des jolis noms, ça dépend des pays. Et donc, en réalité, ce système usuraire, c'est l'une des causes principales de la colonisation et de la perte de souveraineté des individus et des pays. Et donc, en fait, qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'on a des institutions multilatérales, pas la peine de citer les noms, les grandes institutions transnationales qui prêtent aux pays, vous connaissez les noms, et bien ceux-là même
qui vont commencer à dicter des agendas. Des agendas, par exemple, d'enseignement d'un certain type de valeurs qui ne sont pas compatibles avec les valeurs de la FETA, qu'on va imposer dans les programmes des ministères de l'éducation, qu'on va imposer dans les mosquées, qu'on va imposer dans un certain nombre de secteurs. On va former les gens dans les ministères. Ce que je vous raconte, c'est du vécu. C'est des trucs, des choses qu'on a observées dans les institutions des pays emprunteurs sous-développés qui subissent cet agenda de pays développés, ou plutôt d'institutions transnationales de pays développés. On va imposer des agendas. Donc quand vous voyez un certain nombre de valeurs qui sont contraires à la FETA, qui sont bizarres, qui entrent et qui s'immiscent dans les pays, ne pensez pas que c'est une coïncidence, que c'est des jeunes qui veulent ça. Pas du tout. Tout ça, c'est financé. Tout ça, ça vient d'un certain nombre de dictatures, ce qu'on appelle le soft power. Et donc, ça entraîne de plus en plus de servitude et de plus en plus de perte de liberté. Avec tout ça, on perd notre liberté. C'est pour cela que Rafael Correa, dans un pays qui s'appelle l'Équateur, en 2005, quand il est arrivé au pouvoir, il a fait analyser la dette du pays grâce à 19 économistes et il s'est rendu compte que 80% de cette dette n'a pas profité à la population. Elle a profité aux gens qui étaient au pouvoir et qui finançaient leurs propres projets, leurs propres affaires, leur propre consommation. Il a appelé cette dette la dette odieuse et a décidé de suspendre les remboursements à ces institutions multilatérales. Il a dit on va suspendre, on ne va pas ne pas vous rembourser, mais on va suspendre. Parce que la dette nous prend 80% du budget de l'État. Donc ce n'est plus soutenable, ce n'est plus supportable. Et c'est pour ça que ces institutions multilatérales viennent et vous disent bon, allez, il faut réduire les dépenses de la santé, il faut réduire les dépenses de l'éducation, il faut réduire les services sociaux, il faut tout réduire. Ce qui fait qu'en Grèce, en 2013, quand il y a eu la dette, et qu'ils ont pu être soutenus par les Allemands, eh bien figurez-vous que tous les services sociaux ont sauté sauf un. C'était la subvention des gens qui percevaient le sida, qui avaient le sida. 600 € par mois. Devinez quoi? Pour continuer à vivre, certains se sont inoculés le sida. Inoculés le sida. Pour aller se faire tester positif et prendre des 600. C'est vous dire les scandales qui sont issus de ce système qui est une sorte de rouleau compresseur. Alors, ça c'est la quatrième problématique, c'est qu'il encourage la dette et l'impérialisme. La cinquième grande problématique, et c'est là, j'aurais besoin d'un petit peu de concentration de votre part, parce que c'est un cheminement, c'est un enchaînement. C'est que, à cause de l'usure, on est dans une sorte de contradiction interne, endémique au système, qui est le fait qu'on doit toujours produire plus et consommer plus. Qu'est-ce que ça implique, ça? Bon, ça a l'air d'être des choses un petit peu économiques, mais ça impacte la société. Pourquoi? Produire plus d'un côté et consommer plus de l'autre côté. La production, c'est ceux qui vendent, et la consommation, c'est ceux qui achètent, c'est la demande. L'offre et la demande. Pourquoi l'usure nous incite à produire plus? D'abord, quand vous êtes un entrepreneur qui a une industrie et que vous avez des intérêts derrière, des dettes libellées avec des intérêts, le compteur des intérêts ne s'arrête pas. Chaque année, il faut payer des intérêts. Donc, vu que vous avez un rouleau compresseur derrière vous, vous êtes obligé de produire plus et de vendre plus pour rembourser. Vous ne pouvez pas décider en tant qu'entrepreneur de prendre une année sabbatique, par exemple, en toute liberté. Pourquoi? Parce que vous avez un rouleau, un compteur qui ne s'arrête pas, qui est le compteur des intérêts. Je parle de monsieur tout le monde, des entrepreneurs qui vivent pour arrondir la fin du mois. Je ne parle pas de ceux qui ont 5 ans d'épargne dans le compte bancaire. Ça, c'est une exception, c'est epsilon, c'est une minorité. Je parle de la majorité des petites entreprises qui ont un rouleau compresseur et qui ont du mal à payer les échéances à la fin du mois. Et donc, vous devez produire plus, vous devez vendre plus pour rembourser ces intérêts. Qu'est-ce que ça implique, ça? Ça implique qu'on va produire plus. Or, la société n'a pas toujours besoin de cette production. Donc, on a beaucoup de choses qui sont produites en trop. Donc, on a de la surproduction inutile. Exemple pratique, l'obsolescence programmée. Vous avez tous des appareils électroniques qui deviennent obsolètes de plus en plus vite. Des modèles de voitures qui deviennent obsolètes de plus en plus vite. Des appareils téléphoniques pour qui les mises à jour s'arrêtent carrément. Vous avez des modèles qui ne reçoivent même plus les mises à jour, qui vous disent allez changer de téléphone. Donc cette obsolescence programmée est liée à quoi? Au fait qu'on doit vendre plus. Donc on n'achète pas
parce qu'on a besoin, on achète parce qu'il faut vendre plus. Ensuite, ça implique cette surproduction, ça implique toujours. D'année en année, on produit toujours plus, donc qu'est-ce que ça implique? Ça implique plus de pollution. Ah oui, il faut bien que les usines tournent, il faut bien que l'offre tourne, et vu que derrière, l'indicateur principal de réussite d'un pays, c'est l'augmentation du PIB, la croissance. Tous les politiciens parlent de croissance. Or, la croissance, c'est quoi? C'est la somme des valeurs ajoutées. C'est quoi la somme des valeurs ajoutées? Eh bien, c'est ce que tout le pays a produit comme valeur ajoutée en plus chaque année. Donc, qu'est-ce qu'on a produit en plus? Donc, pour faire de la croissance, il faut produire plus. Pour faire de la croissance, il faut produire plus. Parce que même le pays, il a la même problématique que les individus. Même le pays, il est endetté. Il a 100% de dette, 120% de dette. Donc, s'il ne produit pas plus, il ne pourra pas trouver de quoi payer les intérêts. S'il ne produit pas plus, le pays, il va devoir vendre les bijoux de famille, qui sont les ports et les aéroports et les infrastructures et les autoroutes, pour payer les intérêts. L'équation, elle est simple. Soit vous produisez plus et vous avez de quoi payer les intérêts, soit vous n'arrivez pas et les intérêts tournent quand même, et donc vous devez vendre des bijoux de famille. Voilà, tout simplement. Et donc, on a plus de pollution. Quand on doit vendre plus, ça implique quoi? Ça implique de la déculturation et de la standardisation. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Imaginez que vous êtes une grande chaîne de restaurants ou de boissons. Si vous devez, dans chaque pays, le Mexique, le Vietnam, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Afrique du Sud, la Russie, si vous devez dans chaque pays où vous vous implantez, voir quelles sont les coutumes locales, les convaincre que votre boisson est bonne pour eux, est intéressante à acheter, ça va vous prendre des budgets marketing énormes. Donc vous faites un truc qui est plus intelligent. Vous faites une industrie cinéma qui va véhiculer des standards, des idéaux, des modes de comportement, des types, des idéaux types de réussite. La fille qui réussit, elle a tel comportement. L'homme qui réussit, il a tel habit, tel comportement, etc. Et donc cette industrie cinématographique va paver le chemin pour vous, pour vendre vos produits. Du coup, quand vous ouvrez, et là je ne vais pas citer le nom de la chaîne de grande distribution, mais dans certains pays, quand vous ouvrez, vous avez le loyer qui est à 1 euro symbolique. Certains malls, certains centres commerciaux demandent à une certaine marque de fast-food de venir ouvrir gratuitement dans le mall. Pourquoi? Pourquoi on va lui donner un local énorme dans le mall gratuitement? Tout simplement parce qu'on sait que quand cette enseigne va ouvrir et va afficher sa marque, il y a des gens qui vont venir. Tout simplement. Pourquoi il y a autant de gens qui vont venir quand ils vont porter l'enseigne? Parce qu'on a un mode de vie. Un mode de vie qui est devenu l'idéal à travers les films, à travers les livres, à travers tous les véhicules culturels de soft power. Et donc, en fait, au lieu d'avoir des identités, au lieu d'avoir des spécificités, une authenticité, eh bien, on va avoir des villes qui se ressemblent. Vous allez à Singapour, Dubaï, Casablanca, Paris, vous allez avoir les mêmes marques. Les malls se ressemblent. Et vous perdez de plus en plus d'authenticité. Cette authenticité, elle n'est pas juste architecturale, elle est aussi ici. Elle est aussi ici. Tout le monde va commencer à penser de la même manière. Donc on a une standardisation des modes de vie, des modes de pensée et une déculturation. Parce que votre culture spécifique, votre manière de penser, on n'a pas besoin qu'elle reste là, parce que c'est un obstacle entre nous et le fait de vendre plus. Vous vous rappelez, là on est dans la partie vendre plus. Or, vendre plus à des gens qui pensent différemment, c'est compliqué. Donc autant faire que les gens pensent de la même manière. Comme ça, on peut vendre plus facilement, avec moins de budget marketing. Et ça déshumanise un petit peu les individus, parce qu'à force de vouloir vendre plus aux gens, on les déshumanise. Ça devient des machines à produire et des machines à consommer. Des machines à produire et des machines à consommer. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a ce qu'appelle l'école néo-marxiste de Francfort, l'homme unidimensionnel. On a des gens qui sont de moins en moins cultivés, qui comprennent leur technique, leur domaine, et qui ne comprennent rien ailleurs. Tu sors de son domaine, par exemple, je ne sais pas, moi je veux dire, les OGM. Tu as quelqu'un qui est expert d'OGM. Tu sors de son domaine, il ne sait pas parler, il ne sait pas tenir une discussion de 5 minutes. Pourquoi? Parce qu'il est spécialisé dans les OGM. Pourquoi spécialisé dans les OGM? Parce qu'il faut toujours augmenter la productivité. Or, pour augmenter toujours la productivité, il faut des gens qui sont de plus en plus spécialisés, donc de plus en plus focus dans un domaine. Et donc ça, c'est la problématique. Produire plus, vendre plus, et donc cet impératif de croissance. Donc l'usure va nous obliger à faire toujours plus de croissance avec toutes ces conséquences que je vous ai listées sur la société.
Maintenant, quand on produit plus, c'est sympa. Il faut bien qu'il y ait des gens qui achètent. Donc il faut consommer plus. Comment on va faire en sorte que ces gens consomment plus? Eh bien d'abord, on a besoin d'un système. Vous vous rappelez les identités, les authenticités de chaque pays, la culture, etc. Tout ça, on doit en faire. Il nous faut un système libéral. Le libéralisme, on a besoin du libéralisme pour qu'on puisse vendre plus et consommer plus. Pourquoi? Pour le système usuraire, capitaliste usuraire, si vous avez un nouveau marché, qui est une déviance éthico-morale, et qu'en face vous avez une religion qui vous dit ça, non, ça ce n'est pas possible, c'est illicite, ça vous pose problème. Parce qu'en tant que capitaliste usuraire, vous avez une nouvelle demande, même s'il est déviant. Et pour vous, le capitalisme, il est amoral, il s'en fout de la morale. Pour vous, en tant que capitaliste, vous devez vendre plus, faire consommer plus, faire plus de profit, parce que le profit, c'est l'indicateur ultime. Eh bien, vous avez besoin d'un système de pensée qui disloque, qui démantèle toutes les barrières morales et éthiques, pour qu'on puisse faire en sorte qu'on puisse consommer plus. Et donc, c'est le libéralisme. Chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de réalité, il n'y a que des opinions. Toutes les opinions méritent d'être respectées. Quel que soit le degré de déviance de cette opinion, ça mérite d'être respecté. Tant que vous ne faites pas de mal physique, matériel, parce que ce système ne reconnaît pas le mal immatériel, spirituel, il reconnaît seulement ce qui est matériel, physique, palpable. Et donc on a besoin du libéralisme. Donc toutes ces valeurs libérales que vous voyez s'immiscer dans les sociétés du Sud, qu'on appelle les sociétés encore un petit peu traditionnelles, et que certains appellent sous-développées, eh bien tous ces éléments que vous voyez s'immiscer de plus en plus dans la culture des Hassokrasok, c'est pas ton affaire. Chacun se met de ses affaires. Tout ça, c'est des expressions qu'on retrouve dans notre dialecte local, mais qui sont en pur libéralisme. Tout ça, c'est la transcription du libéralisme sur le terrain, dans la société. Et donc, l'usure a besoin du libéralisme. Et donc, c'est ce qui va faire qu'on va avoir de plus en plus de publicité immorale. Ben oui, on faisait des publicités morales. Mais là, on a besoin que les gens consomment plus. Or, qu'est-ce qui fait que les gens consomment plus? Les passions. الأهواء. ويريد الله الذين يتبعون الأهواء أن تميلوا ميلا عظيما. Pourquoi عظيما? Pourquoi ce mot عظيم a été posé en face de l'ahwa? Il n'y a rien qui est au hasard dans le Coran. Parce que l'ahwa, la passion, c'est l'une des choses par la reconnaissance des philosophes de l'Orient et de l'Occident qui est plus forte que la raison. La passion, vous savez, je vais vous donner des exemples de passion. La haine, l'amour, la peur, la gourmandise. Prenez ces 4 passions et essayez de vous rappeler les moments où vous les avez eues. Eh bien, quand vous avez ces passions, d'abord il y a des réactions chimiques dans le cerveau qui font que l'envie est plus forte que la clairvoyance. Quand vous avez ces passions, l'amour de quelqu'un, etc. La haine, quand vous détestez quelqu'un, enfin, imaginez que vous êtes en conflit avec quelqu'un et quand il arrive, quand il est devant vous, vous perdez la clairvoyance, vous perdez votre stabilité. Après, c'est les deux. La gourmandise, les péchés mignons, etc. La peur. Quand on a peur, on ne raisonne plus avec 100% de ses facultés. Et donc, ces passions sont plus fortes que la raison. Le système a besoin de vous consommer plus. On va faire des publicités de moins en moins morales et de plus en plus immorales. De plus en plus immorales. Donc vous aurez des panneaux avec des publicités de plus en plus, vous savez quoi. Voilà. Et donc ça, c'est pour susciter les passions dans vous. Pourquoi? Parce qu'une société dans laquelle la morale baisse, c'est comme le drogué. Le drogué a besoin d'une dose de drogue pour ressentir l'effet qu'il ressent. La dopamine, l'adrénaline, etc. Pour ressentir le même degré de dopamine et d'adrénaline la deuxième fois, il doit augmenter la dose. Il doit augmenter la dose, sinon avec la même dose, il ressentira un petit peu moins de dopamine et d'adrénaline, de réaction chimique. Enfin, c'est pas ma spécialité, mais c'est les réactions chimiques qui font qu'on sent cette sorte de plaisir éphémère. La troisième fois, il aura besoin de plus. Et les sociétés dans lesquelles al-ghiya,
al-fitra, al-haya, ces valeurs immatérielles qui n'ont pas de présence physique diminuent, eh bien il faut injecter plus de passion, plus de déviance pour susciter les individus. C'est pour ça que les gens, quand ils voient les musulmans, par exemple, parler d'une chose, qui voient ce que c'est en train, ils disent non, mais vous, de toute façon, vous êtes obsédés par X, Y ou Z chose. Non. C'est parce que telle société a tellement été bombardée de passion et d'immoralité que les gens sont devenus froids. Les gens sont devenus froids à la base. Donc, ce qui suscite le désir chez les sociétés qui ont été bombardées d'immoralité, de déviance, il faut des doses beaucoup plus grandes que dans des sociétés qui ont encore cette pudeur et ce haya et cette hishma et cette fitra. Vous voyez? Donc, je ne sais pas si l'idée est claire. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup plus de doses de publicité passionnelle dans les sociétés qui se sont refroidies parce que ça devient courant. C'est une sorte de normalisation avec al-fahisha, avec la déviance. Donc ça ne suscite même plus. Il peut y avoir une passion, je ne sais pas, n'importe quelle passion, n'importe quelle déviance qui passe devant vous, parce que vous la voyez 30 fois par jour. Par contre, dans une société qui ne voit pas cette déviance et qui la voit pour la première fois, bien entendu, ça va susciter énormément de réactions. Mais le problème, c'est qu'il faut que vous consommez plus chaque année. Ça ne s'arrête pas, le compteur ne s'arrête pas. Donc, on va vous bombarder de plus en plus de publicité déviante et immorale. Pour attiser les passions et les pulsions, c'est ce qui fait que la moralité, on va observer une sorte de nivellement par le bas de la moralité. La morale va baisser de plus en plus jusqu'à carrément disparaître de la société. Il n'y aura plus quelque chose qui s'appelle la morale. Il y aura juste des avis, des perceptions, des réactions. Il y aura simplement du matériel. Simplement du matériel. Et ça, c'est un grand problème c'est pour ça que moi, la théorie que j'ai sur cette question-là, c'est que l'usure, moi je fais un lien dans cette théorie entre riba ou le kufr. Riba ou le kufr. Ben oui. Quand on voit ce cheminement, que cette usure conduit à de plus en plus de fahisha, de pulsion, de libéralisme, de disparition de la morale, de passion, d'exercice de passion, de désir, de manifestation de désir, eh bien on est en train de courir vers le kufr. Huffat jahannamu bi shahawat, les désirs. Donc les désirs, c'est l'autoroute vers Jahannam. Et dans cette autoroute, le but ultime, c'est le kufr. C'est le kufr, c'est la mécréance. Donc l'usure conduit indirectement à la mécréance via ce rouleau compresseur de surproduction, surconsommation toujours permanente. Alors, dernière problématique de la première catégorie, c'est justement le fait que l'usure pulvérise la moralité. L'usure, c'est la guillotine de la moralité dans notre société. Il va en finir avec la moralité. Pourquoi? Parce que les intérêts, ils amplifient la dette. Ah oui, les intérêts, si vous ne les remboursez pas, ça s'ajoute sur le principal plus les intérêts. C'est des intérêts composés. Et donc, vu que l'usure augmente la dette réduit la moralité, parce qu'on a besoin de toujours consommer plus, vendre plus. Mais aussi, prenez un exemple beaucoup plus proche de... Parce qu'en fait, ce que je dis, c'est des choses très, très macro-sociétales et macroéconomiques. Donc, j'essaie de vous rapprocher un petit peu. Prenez les personnes qui vous doivent de l'argent. Est-ce que vous les voyez autant qu'avant de leur avoir prêté de l'argent? Non, ils disparaissent de la circulation. C'est pour ça que... Enfin, on laisse aller, mais... c'est pas comme ça, mais on raconte ça comme une blague, mais il te dit... je ne sais pas si c'est une blague ou c'est vrai, c'est quelqu'un qui à chaque fois venait voir quelqu'un, il lui donnait à chaque fois 100, 200 dirhams. Un jour, il est venu chez lui, il a sorti un chèque, il lui a donné l'équivalent de, je ne sais pas combien, 10 000 dirhams, 1000 euros. Tiens. Tiens, je te prête 1000 euros. L'autre, il était très content. Et les gens qui étaient autour de lui lui ont dit, mais ça va pas, enfin, tu penses qu'il va te rembourser? Il a dit non.
après ce raisonnement, je ne le cautionne pas, mais c'est pour vous dire que c'est la réalité. C'est-à-dire que les personnes qui sont endettées commencent à mentir, commencent à se cacher, commencent parfois à voler. Donc l'usure et la dette réduisent la moralité indirectement via ce petit exemple microéconomique, directement via ce petit exemple microéconomique et indirectement via tout ce que je vous ai montré via la surproduction et la surconsommation. Et donc on a un libéralisme, une déculturation, des publicités qui cherchent de plus en plus de buzz. Regardez les réseaux sociaux. Il faut se montrer de plus en plus. Enfin, se montrer pas de la manière éthique, non, de la manière non éthique. Pourquoi? Pour récolter les vues, les likes, etc., etc. Donc on a un nivellement par le bas. Et ça, c'est catastrophique. Tout ça, ça peut vous paraître un petit peu philosophique, mais c'est du réel. C'est du réel, c'est du palpable. Et donc tout ça, le système en pyramide inversée, le lobbying politique déstabilisant, les inégalités inéluctables, l'encouragement de la dette et de l'impérialisme, la contradiction ultime qui est la surproduction, la surconsommation, donc la pollution, et la pulvérisation de la moralité, ce sont des conséquences tangibles, palpables sur notre société de l'usure. De l'usure dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dit فَأَذَنُوا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وفي قراءة فَأَذَنُوا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وفي قراءة فَآذِنُوا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ. Donc en fait, c'est beaucoup plus grave que ce qu'on pense. Que ce que pensent les gens qui vous disent non mais il y a une fatwa qui voit la chose dans un cadre très restreint, qui est micro-légaliste, micro-jurisprudentiel. Il faut voir les conséquences de la chose. Alors attention, ça c'est juste la partie sociale. Maintenant on va rentrer dans la partie économique. Ça peut intéresser ceux qui font un petit peu d'économie entre vous, qui suivent les actualités. D'abord, les intérêts. C'est le seul produit économique, le seul service économique qui n'a aucun semblable. C'est une sorte de Frankenstein de l'économie, une machine infernale de l'économie. Il n'y a aucun commerce ou investissement dans l'économie qui vous rapporte de l'argent avec zéro risque. Ça n'existe pas. Et si quelqu'un en connaît un, je le lance au défi et je suis le premier preneur. Investissement, commerce dans l'économie avec zéro risque, ça n'existe pas. Même l'immobilier est risqué. C'est l'un des moins risqués, mais il est risqué. Par contre, la dette, non. La dette avec intérêt, c'est pas un risque. Vous allez me dire, le risque de contrepartie, de ne pas rembourser, ça, c'est pas un risque qui donne droit au revenu, c'est pas un risque légitime. Pourquoi? Parce que vous pouvez poursuivre les héritiers. La dette ne s'efface pas si vous décidez de ne pas l'effacer. Vous pouvez décider de saisir en faillite, mais si vous décidez de récupérer votre... Vous pouvez poursuivre le 5e héritier. Donc la dette, vous l'aurez. Donc c'est pas un produit risqué. Et c'est le seul en économie. Donc il viole toutes les règles de l'économie et de la finance. C'est une transaction contre nature sans équivalent. Et je vais vous donner un exemple un petit peu choquant. Imaginez que vous preniez 10 centimes d'euros en l'an 0. 10 centimes d'euros en l'an 0. Et que vous la prêtez au taux en vigueur aujourd'hui. Le taux en vigueur aujourd'hui, c'est 5%. Vous prêtez 5 centimes d'euros à 5% en l'an 0. 10 centimes d'euros à 5% en l'an 0. Vous savez combien il vous faudra de capital pour rembourser le montant aujourd'hui? Près de 1 000 ans. L'équivalent de 418 000 milliards de planètes Terre, tout en or. 418 000 milliards. Et ceux qui ne me croient pas vont faire l'opération très simple, ceux qui ont fait de la finance. C'est 1,05 à la puissance de 1000, tout simplement. Et vous voyez ce que ça va vous donner. Vous voyez ce que ça va vous donner. C'est des chiffres énormes. Qu'est-ce que ça vous dit, ça? Ça vous dit que c'est une transaction qui n'est pas naturelle. Parce qu'aucune activité économique ne va vous donner l'équivalent de 418 000 milliards de planètes Terre en or. Ça n'existe pas. Heureusement que les taux d'intérêt n'ont été légalisés qu'il y a à peu près 2 siècles, avec la pression de l'Église et des bourgeois, etc., avec la pression des rois et des bourgeois sur l'Église. En 1822, le Vatican décide de lâcher du lest et dit bon, allez, on peut emprunter avec des petits taux d'intérêt, pas de grands taux d'intérêt, parce que usure égale intérêt dans les dictionnaires, mais avant le XVIIe siècle. Après le XVIIe siècle, on a commencé à séparer sémantiquement l'usure de l'intérêt. C'est artificiel. C'est artificiel, parce que dans les dictionnaires, par exemple de Littré, bien avant, usure, définition, toute espèce d'intérêt que produit l'argent. Ça, c'est le
révolutionnaire avant que les économistes n'aient commencé à essayer de justifier cette usure. Et donc on a une marchandisation de l'argent. Quand on a une marchandisation de l'argent, on a le juge qui devient juge et partie. L'objet, le miroir qui est censé refléter la valeur devient lui-même une valeur. Et donc ça perturbe les systèmes financiers. Elle a été condamnée par les religions. L'intérêt est interdit dans l'hindouisme, dans l'islam, dans le judaïsme, dans le christianisme, enfin les religions que vous connaissez. Même par les philosophes. Aristote disait, de toutes les manières de gagner de l'argent, l'usure est la plus détestable. Elle est contre nature. Elle est la plus détestable, car elle est contre nature. Donc, une transaction zéro risque rémunération, ça n'existe pas en investissement en commerce, sauf avec les intérêts. Première problématique purement économique. Deuxième problématique purement économique, c'est le fait qu'on a une rémunération, ce qu'on appelle ex ante du capital, c'est-à-dire a priori. Dans les opérations d'investissement et de commerce, comment ça se passe en général? On investit, on produit, on vend, on a des bénéfices, Inch'Allah. Et donc, le capital de 100 000 euros, par exemple, a donné des bénéfices de 20 000 euros, par exemple. Donc, productivité marginale du capital de 100 000 euros, c'est 20 000 euros. 20% de profit, tant mieux, alhamdoulilah. Mais avec les intérêts, on vous dit non. Non. On va fixer, avant l'opération de production, on va fixer combien le capital va produire. Donc, même si l'économie coule cette année-là à cause de Corona, les banquiers, que nenni. Que nenni. Mais 5%, je l'ai vu. Et tu es obligé de les rembourser, tu as signé un contrat. Donc tu es obligé de les rembourser. Donc ça rémunère un usufruit incertain. Et ça, c'est contraire aux règles de l'économie. Deuxièmement, ça crée une distorsion de l'économie. Ça crée une distorsion de l'économie entre la productivité réelle du capital à la fin de l'année et la productivité fixée par les usuriers qui ont prêté l'argent. J'ai fait ça, mais ça peut être comme ça. C'est ça le problème. Et le problème, c'est quand c'est comme ça. C'est-à-dire que la rémunération du capital fixée par les usuriers est supérieure à la productivité du capital réel. La troisième chose, c'est que ça crée un équilibre de sous-emploi. On a toujours du chômage avec l'usure, avec les intérêts. Quatrièmement, c'est une fixation arbitraire, a priori, de la productivité du capital. Donc ça, c'est la deuxième catégorie, c'est qu'on rémunère a priori la productivité du capital. Troisième problématique économique, qui n'est pas des moindres, c'est le fait qu'avec l'usure, avec les intérêts, le risque est supporté unilatéralement. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule partie qui supporte le risque. Alors que dans l'économie islamique, dans la finance islamique, la règle fondamentale, c'est 3 P. Partage des profits et des pertes. Dans le hadith sahih, on a al-kharaj bid-daman. Al-kharaj bid-daman. La règle jurisprudentielle, qu'est-ce qu'elle nous dit? Al-ghulm bil-ghulm. Celui qui supporte le risque a droit au profit. Et les banquiers te disent non. Tu supportes le risque, je prends le profit. Je te prête 100 000 euros, tu sors, tu te fais agresser. Ça n'intéresse pas. Il faut 105 000 euros l'année prochaine. C'est pas mon affaire. C'est pas mon affaire. Donc, ça c'est un problème. Parce que le kharaj bid-daman, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que je te prête 100 000 euros, tu sors de la banque, tu te fais agresser. Bon, bah c'est dommage, ça arrive, tu dois me rendre les 100 000 euros. Ça c'est le daman, ça c'est le risque. Et le miroir en face, qu'est-ce qui vous donne? Kharaj. Tu prends les 100 000 euros, tu sors, tu investis dans un terrain agricole et tu fais de l'agriculture, tu gagnes 120 000 euros à la fin de l'année, les 20 000 euros c'est à toi. Et pas à la banque. Pourquoi? Parce que c'est toi qui as pris le risque d'être agressé ou de perdre les 100 000 euros dans un business qui n'aurait peut-être pas été rentable. Mais l'usurier te dit non. Tu gagnes, on gagne. Tu perds, je gagne. C'est comme la scie. C'est le seul en économie, il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux des systèmes qui font ça, il y en a un seul. C'est le système usurier. Et donc, que la banque soit en amont ou en aval, il y a une seule partie qui supporte le risque. Et ça, qu'est-ce que ça implique? On a un risque. Eh bien, on va faire on a un risque, on va guérir. On a un risque, on va inventer un truc qui s'appelle les assurances crédit. Ah, c'est belle invention. Donc, on va te faire payer encore plus, parce que tu vas prendre le crédit, mais tu as un profil risqué, donc tu vas payer l'assurance sur le crédit. Avec l'assurance sur le crédit, qu'est-ce qu'on va faire?
on va prendre l'argent de l'assurance du crédit, on va le placer dans les bons du trésor, qui sont de l'usure. Donc on va doubler la facture usurière sur le pauvre emprunteur. Sur le pauvre emprunteur. Et donc ça crée les assurances et les dérivés. Et les dérivés, aujourd'hui, je vous donne juste un exemple. Les dérivés pèsent 12 fois le PIB mondial. Les produits dérivés dans la finance, dans les bourses, les produits dérivés, ça c'est les dérivés, c'est pas les actifs. Enfin, quand on dit dérivés, juste pour vous expliquer. Le baril de pétrole, c'est l'actif. Le droit d'acheter un baril de pétrole, c'est un produit que crée la banque, qu'elle te vend par exemple à 5 euros, et c'est un produit dérivé. Si le baril de pétrole monte, ton produit dérivé va prendre la valeur. Si le baril de pétrole descend, ton produit ne va plus rien valoir. C'est un produit dérivé. Parce que le baril de pétrole, il est là, et son prix d'achat et de vente, il est là. Mais on a créé un produit dérivé. Ces produits dérivés, qui sont des produits déconnectés du sous-jacent, pèsent 12 fois le PIB mondial. Et tenez-vous bien, les dérivés d'intérêt dans les dérivés représentent 21%. Donc les dérivés d'intérêt représentent plus que 2 fois le PIB mondial. Ça, c'est les produits dérivés sur les taux d'intérêt. Juste ça, ça pèse 2 fois ce que 8 milliards de personnes passent toute l'année à travailler pour produire. C'est quand même incroyable. C'est incroyable. Mais ces chiffres, on ne les voit que sur le papier. Enfin, on n'arrive pas à concevoir. On n'arrive pas à concevoir ça. C'est pour ça que M. Tout-le-Monde, il gagne 3 000, 4 000 euros, et que le trader à Chicago, il gagne 100 000 euros, 200 000 euros, 1 million d'euros à la fin de l'année, 3 millions d'euros, 5 millions d'euros. Ça n'a pas de limite. Parce qu'il gagne de la sueur de M. Tout-le-Monde. Et le banquier au passage. Donc, ce risque qui est supporté unilatéralement est une contradiction, une absurdité économique. Quatrième problématique économique, c'est l'allocation sous-optimale du capital. À cause de l'usure, le capital de M. Tout-le-Monde ne va pas au meilleur endroit. Pourquoi? Parce que le banquier, quelle est sa logique? La logique du banquier, c'est les garanties. Donc, prenez un exemple. On a un jeune avec une idée brillante, avec un projet magnifique, de créer par exemple une innovation sur un logiciel ou sur une voiture électrique ou je ne sais quoi. Il se présente au banquier et lui dit: le projet a besoin de 100 000 euros d'investissement. Tu as des garanties? Ah non, j'ai pas de garantie. Mais mon projet est solide, je l'ai fait valider par 3 cabinets d'études. 100 000 euros d'investissement, ça va nous donner 200 000 euros de profit. Ouais. Juste après, il y a un industriel qui a 5 terrains, 5 usines, chacune a une valeur de 100 000 euros, allez, mettons à la campagne. Et il vient chez le banquier. Les usines, combien elles rapportent? 100 000 euros chaque année, ça lui rapporte à peu près 10%, 10 000 euros. Il vient chez le banquier et lui dit: on m'a proposé un 6e terrain, j'ai envie de l'acheter à la campagne. Valeur 100 000 euros. Profit estimé 7%. Donc 100 000 euros, ça va m'apporter 7 000 euros à la fin de l'année. Tu as des garanties? Ah oui, j'ai 5 terrains. On peut mettre des hypothèques. Tiens, tu vois. Donc au lieu de donner le montant à celui qui aurait pu créer 100% de valeur ajoutée, 100 000 euros de valeur ajoutée en une année, on va donner le montant à celui qui va créer 7 000 euros de valeur ajoutée lui-même. Donc économiquement parlant, on a détruit 93 000 euros de valeur ajoutée potentielle. Et ça, c'est parce que les garanties comptent plus chez l'usurier, chez le banquier, que le potentiel. Et ça pousse à la rente. Mettez-vous de l'autre côté. Quelqu'un qui a hérité de 1 million d'euros. On a 10 millions d'euros. Et il sait que s'il place l'argent à la banque, il aura 5% par an. 10 millions d'euros, ça fait combien? Ça fait 500 000. 5%, ça fait 500 000. Hein? C'est ça. Donc 500 000 euros par an, sans rien faire. Pourquoi il va aller se casser la tête à investir les 10 millions d'euros dans une entreprise, dans un projet, prendre des risques, etc. Ça sert à rien. Je place les 10 millions à la banque et j'ai 500 000. Donc l'usure pousse à la rente. Elle pousse à l'homol, à paresse économique. Et entre-temps, il y a des intermédiaires qui vont ponctionner de l'argent parce qu'ils font payer des services, ils vont faire payer des intérêts à celui qui va emprunter les 10 000 euros que vous avez placés. Et donc on est dans un système tumoral, encore une fois, une tumeur,
qui se nourrit de la productivité réelle de l'économie. C'est-à-dire qu'il faut que l'agriculteur produise, il faut que l'industriel produise, il faut que le commerçant produise pour que le banquier puisse récupérer une intermédiation, une commission d'intermédiation. Et donc on est dans un système tumoral. Ça pose problème. On est dans de l'allocation sous-optimale du capital. Cinquième problématique, c'est que ce système usuraire, il met à disposition des gens de la liquidité pour spéculer, pour jouer en bourse. Pour jouer en bourse, tout simplement, pour spéculer. Quand il y a eu la crise de Covid-19, les États-Unis ont injecté d'énormes sommes de cash, de la monnaie imprimée, donc ça va créer toute l'inflation qu'on a subie tous. Toute la planète a payé l'inflation de la monnaie qui a été injectée par Trump durant Covid. C'est pour ça qu'on a eu des inflations de 5%, 10%. Parce que quand on a une crise et qu'on injecte de la monnaie à tout va, on distribue 2 000 € à chaque citoyen, sans rien faire. 2 000 €, 2 000 € sur 300 millions de citoyens. Ces citoyens ils vont prendre 2 000 €, vont acheter quelque chose avec. Ben oui, le problème c'est que les usines sont fermées. Donc il y a une crise de l'offre, on ne produit rien, mais on a plus d'argent. Qu'est-ce qui va se passer? Les prix vont augmenter, tout simplement. C'est mécanique. C'est mécanique. On achète de l'argent, on ne produit pas plus, les prix vont augmenter. Eh bien, cette liquidité qui est donnée par ce système usuraire va permettre de spéculer aussi en bourse. C'est pour ça que juste après la crise de Covid-19, quand les fonds ont été injectés, les bourses américaines ont bondi de manière incroyable, alors que l'économie elle était au point mort. Les bourses, elles bondissent, à comprendre. Et donc, les riches, les spéculateurs qui sont improductifs ont plus d'opportunités. Et ces spéculations ont créé des famines, comme on l'a dit, et surtout, le risque est revendu à l'économie réelle, parce que les banques, avant, ça c'était avant, quand elles prêtaient par exemple 100 000 €, elles attendaient 25 ans pour récupérer le remboursement. Aujourd'hui, elles sont pressées. Donc ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont prêter 100 000 € à 5%, mettons que c'est 200 000 € à l'arrivée, mais ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont titriser ce prêt. Elles vont l'écrire dans un contrat, vu que vous avez signé, vous avez votre signature dessus. Elles vont dire qui veut acheter ce contrat de prêt, c'est un contrat qui vaut 105 000 € et qui va vous rapporter 200 000 €. Vous allez avoir tous les zinzins dont on a parlé au début, les investisseurs institutionnels, les assurances, les caisses de retraite, les fonds de pension, qui vont venir et qui sont intéressés par ce contrat de prêt. Ils sont intéressés par acheter un truc à 105 000 € pour 200 000 € à l'arrivée, parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Et le plus intéressant dans tout ça, c'est la banque. Avec une signature, elle a gagné 5 000 €. Direct, sans attendre 25 ans. Donc, ce qu'elle va faire, c'est que 100 000 sont devenus 105 000. Avec 105 000, elle peut prêter 1 50 000 € tout de suite, grâce au système de réserve fractionnaire. J'ai une vidéo dans la chaîne dans laquelle je parle de ça, sur la finance islamique. Et donc, on va créer de plus en plus de risques qu'on va vendre à l'économie réelle. Parce qu'au final, ce contrat de 105 000 €, il a été acheté par qui? Par les caisses de retraite, par les fonds de pension et par les assureurs. Ces gens-là, ils représentent qui? Vous. Les prélèvements que vous avez chaque année sur le salaire brut, c'est là où ça va. C'est là où ça va. Et bien, quand ils vont faire faillite, tous ceux qui font de la retraite, ils vont se dire, on s'est cassé des dents. Et donc, on va partager les pots cassés. Qui va partager les pots cassés? On a deux manières. Soit on prend de la dette en plus, soit on vous augmente les taxes et les prélèvements. Pas 36 000 manières. Sixième problématique économique et avant-dernière, c'est le fait que ça crée un effet de levier. Ce système usuraire crée un effet de levier. On devient dans une économie qui est de plus en plus procyclique. On amplifie les chocs. Avec les taux d'intérêt, on fait plus de croissance que le naturel, mais on fait plus de crise que le naturel. Donc c'est des montagnes russes. Au lieu que l'économie évolue de manière naturelle comme ça fait le yo-yo. Et entre-temps, les traders et les spéculateurs se font beaucoup d'argent dans ces variations. Et ça, cet effet de levier, il rend les risques de l'économie beaucoup plus importants, ce qui fait qu'on doit créer plus d'assurance. Ben oui, on a des risques, il faut les assurer. Dernière problématique, et non des moindres, c'est que ce système, à cause de ce système usuraire, on est dans un système d'argent-dette qui est illégitime.
Et donc on a une inflation systémique, inutile, totalement inutile. Cette création monétaire devient déstabilisante. L'inflation, c'est une taxe cachée. Quand vous avez, par exemple, prêté à quelqu'un, mettons, allez, je sais pas moi, une journée de travail ici, c'est combien? Ça coûte combien une journée de travail? 50 euros. Donc vous avez prêté à quelqu'un, par exemple, 500 euros. 500 euros, c'est 10 jours de travail. 10 jours de travail. Vous avez travaillé 10 jours pour récupérer 500 euros, vous les avez prêtés à quelqu'un. Ce quelqu'un tarde. Et il revient l'année d'après, vous lui avez prêté en 2021, il revient en 2022, il vous rend 500 euros. Problème, la monnaie a perdu 10% de sa valeur. Donc vous récupérez les 500 euros, mais les 500 euros vous permettent de gagner juste, vous permettent d'embaucher quelqu'un 9 jours, pas 10 jours. Mais vous avez travaillé 10 jours pour avoir 500 euros. Et l'année d'après, les mêmes 500 euros vous permettent d'embaucher quelqu'un, mais juste 9 jours. Qui a mangé la journée de travail? C'est les structures intermédiaires, ces structures usuraires. Il faut bien qu'ils mangent eux aussi. Il faut bien qu'ils mangent. Et donc l'inflation, c'est une taxe cachée. L'inflation, c'est comme venir dans chacun d'entre vous dans sa maison et prendre une brique comme ça. Qui l'a pris? Les banquiers. L'usure. Les banquiers, les traders, etc. L'année d'après, une autre brique. La maison est là, vous avez pris 2 briques. L'année d'après, une 3e brique. C'est ça l'inflation. C'est une taxe cachée. Qui fait que ce que vous avez épargné, par exemple, vous avez posé, je ne sais pas moi, vous avez 10 000 euros d'épargne comme ça en cash, l'année d'après, les 10 000 euros vous permettent d'acheter ce que vous permettez d'acheter l'année dernière, 9 800 euros. Ils sont passés où les 200 euros de valeur? C'est de la valeur que vous avez gagnée, c'est votre sueur, c'est la sueur de votre front. Ils sont passés où les 200 euros? Taxe cachée. Et donc, ce système usuraire qui nous crée cette inflation systématique étant une cause structurelle de l'inflation, nous crée une taxe cachée. L'inflation, c'est une sorte de raquette institutionnalisée. Et on a une déconnexion entre la masse monétaire et l'économie réelle. La masse monétaire, qui est le nombre de crédits et de monnaies en circulation, se gonfle beaucoup plus que les biens et les services réellement produits. Donc, on a cette inflation. Et dans cette inflation, moi, je vois un mot que j'ai repéré dans le Coran, c'est Yamhaqullahu riba. Et dans un hadith, donc même s'il gonfle, il finit comme une peau de chagrin. C'est l'une des raisons, c'est l'inflation. C'est pour ça que je disais, pour comprendre les méfaits énormes de ces taux d'intérêt, il faut démanteler le système. Pour mieux c'est comme si vous aviez une chaîne encryptée et vous achetez le décodeur. La chaîne encryptée, elle s'appelle l'usure. C'est pas bien. Mais comment décrypter cette chose-là? Et comme disait l'économiste Irving Fisher dans son livre de 1933, 100% money, 100% monnaie, les crises sont toujours précédées par une phase d'expansion monétaire. Or, cette expansion monétaire a été rendue profitable par le système usuraire. Ben oui, si vous prêtez de l'argent, si votre métier c'est de prêter de l'argent, et que vous faites chaque année 5% de profit, par rapport, dans l'intérêt, il n'y a pas que le profit, il y a aussi les charges et l'inflation. Mais si vous prêtez, mais attention, dans l'intérêt, il n'y a pas que l'inflation. Ça, c'est les réponses des ceux qui ne comprennent pas grand-chose à l'économie. Et qui veulent relire le Coran à leur sauce et les hadiths à leur sauce, etc. Et c'est toujours drôle de les écouter. Donc, en fait, si votre métier, pas vous, mais le métier des usuriers, c'est de gagner de l'argent en prêtant une base capitalistique, vous avez tout intérêt à prêter plus. Ben oui, parce que plus vous prêtez, plus vous gagnez. Et donc, si vous prêtez tout ce que vous avez, eh ben, vous inventez un peu plus d'argent. Vous imprimez un peu plus d'argent. C'est ce que font les banques secondaires via l'autorisation du système de réserve fractionnaire qui a été donné par la Banque centrale. Et donc, on prête toujours plus, pour gagner toujours plus d'argent. On a de l'expansion monétaire. Quand on a de l'expansion monétaire, on a une bulle. Après une bulle, on a un crash. C'est ce qui s'est passé dans les pays du Golfe avec l'apparition du chèque. Dans les pays du Golfe, quand le chèque est apparu dans les années 90, soudain, on a eu une nouvelle monnaie, parce qu'on avait les billets imprimés, plus le chéquier qui avait un pouvoir magique dans lequel tu pouvais écrire ce que tu veux.
L'individu est créateur de monnaie. Or, le chèque, c'est un moyen de paiement, c'est pas un moyen de dette. Mais les gens l'ont utilisé comme un moyen de dette. Je te donne le chèque, ne t'inquiète pas, dans 3 mois, je t'amène le cash. Donc, les gens ont créé de la monnaie. La monnaie en circulation a explosé, les prix ont explosé, on a eu un crack, juste après. C'est classique. Kindleberger, dans son livre Histoire mondiale de la spéculation financière, vous montre que depuis 400 ans, c'est la même chose. C'est toujours comme ça. C'est juste que le support de spéculation change. Parfois, c'est les chemins de fer, parfois, c'est le café, parfois, c'est les banques, parfois, c'est la colonisation, parfois, c'est les Amériques, la découverte des Amériques. Et plus récemment, on a eu la crise de la bulle Internet de 1999, puis la crise de 2008 des subprimes, puis la crise du Bitcoin de 2017, puis la crise des NFT de 2020. Mais c'est toujours la même chose. Plus de monnaie, les gens, ils achètent, frénésie, crash. Classique, c'est un système qui revient, c'est juste que l'humain a la mémoire courte. Et comme l'a dit Maurice Allais, prix Nobel de l'économie 1988, les banques centrales sont la principale cause des crises. Les banques centrales sont la principale cause des crises. D'ailleurs, on a toute une école de pensée dans l'économie, qui est l'école autrichienne de l'économie, qui plaide pour la suppression des banques centrales. Parce que pour elle, créent une distorsion du marché de la monnaie. Et donc, avec la titrisation, ce qui s'est passé en 2008, la création de monnaie scripturale devient potentiellement infinie. Et la titrisation est un véhicule de spéculation, donc on a un système qui déconnecte totalement la monnaie créée en circulation de l'économie réelle des biens et services, et qui nous fait qu'on a d'énormes problèmes économiques majeurs qui impactent notre vie, qui sont liés à l'usure, qui sont le fait que c'est une transaction Frankenstein de l'économie, zéro risque, que ça rémunère le capital avant l'opération de production, que le risque est supporté unilatéralement, c'est injuste, que le capital est alloué de manière sous-optimale, que l'effet de levier, que ça entraîne un effet de levier des dérivés de taux, et qu'on crée un système d'argent dette inflationniste de manière structurelle, de manière complètement inutile, et ça déstabilise l'économie. Si vous avez des questions, je pense que les frères ont mis en place une application. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais consulter les questions qui ont été posées, c'est ça, Inch'Allah. Très bien, on va essayer d'en prendre quelques-unes, Inch'Allah.